Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Autour du ballon, le podcast qui fait découvrir les championnats un petit peu exotiques. Et après notre premier épisode sur le Danemark, on traverse l'Atlantique direction les États-Unis pour parler de MLS. Et je suis en très bonne compagnie parce que je suis avec Antoine et Emilien. Salut les gars. Salut Manu. Salut les gars, merci à vous de l'invitation. Eh ben, merci à toi d'être là. Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et qu'est-ce que tu fais? Oui, je m'appelle Emilien, j'ai 28 ans, connu aussi sous le pseudonyme de Nelim sur Twitter. Je suis dans la vie donc technico-commercial. Du coup, j'étais dans les paris sportifs un petit peu avant. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs à connaître la MLS. On développera peut-être un petit peu plus après. Et depuis 2018, je suis tombé totalement fan de ce championnat et j'ai jamais décroché en fait. Et tu as une équipe de cœur en MLS? Ouais, Atlanta United, bah justement en fait j'ai commencé à suivre en 2018, c'est la saison en gros où ils ont été champions de MLS Cup avec des joueurs comme Miguel Almiron, Tata Martinez, c'était un duo incroyable et franchement ils ont fait une saison où c'était totalement fou, une pluie de buts quoi. Du coup, ouais, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce championnat américain, cette MLS? Alors du coup, la MLS, donc déjà qui dit MLS dit USA, grand pays. Donc le championnat est divisé en deux conférences, conférence Est, conférence Ouest, avec des équipes côté Est comme New York, c'est la côte où il y a New York, Miami, et la côte Ouest où tu vas avoir Los Angeles, Seattle, voilà. Il y a des équipes également canadiennes, donc tu vas avoir Toronto, Vancouver, et bien sûr nos amis montréalais qui vont prendre part au championnat. Le championnat, donc ça dépend un peu plus maintenant, c'est un petit peu plus vrai, démarre en général sur le mois de mars, fin février-mars, et se termine en fonction avec les playoffs, c'est tout début novembre, au 10 novembre, je crois, où tu as la finale de MLS Cup, puisqu'il faut savoir que tu as une phase de, de championnat, on va dire, dans chaque conférence, et ensuite tu as les 7 premiers de chaque conférence qui sont qualifiés pour les playoffs, enfin les 8 premiers, qu'on soit précis. Après, non, tu as un système de playoffs avant les playoffs même, tu as un premier tour. Et donc oui, le championnat se développe assez rapidement depuis les dernières années et d'autant plus que la Coupe du Monde arrive en 2026. Ça fait qu'accélérer en fait la visibilité du championnat, le fait d'attirer des plus grands noms et de vouloir le mettre en lumière. Et toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce championnat américain? Alors, ce qui me plaît, c'est que c'est vrai que ça ressemble aux États-Unis où tu vois le basket. Au basket aux États-Unis, tu as énormément de points, ça défend pas vraiment. Et ben, c'est pareil en MLS, on va dire. En fait, le championnat, tu as la règle des designated players. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Tu as le droit dans chaque équipe à 3 designated players. C'est en fait, tu as une masse salariale encadrée en MLS et ces joueurs-là comptent pour le salaire maximum que tu peux avoir dans ta masse salariale et le surplus est pris en charge par le club. Donc en fait, tu as le droit en gros à 3 Lionel Messi, on va dire, par équipe, où le salaire, tu peux dépasser le plafond de la masse salariale. Très souvent, ce sont des joueurs qui sont offensifs, donc des 10 ou des attaquants, qui vont se retrouver face à des défenseurs, on va dire, formés aux États-Unis, ou un peu moins glamour, un peu moins qui vont coûter bien moins cher, moins technique, moins bon, voilà, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir un déséquilibre attaque-défense, ce qui fait que c'est un championnat où tu as beaucoup de buts. Tu t'ennuies rarement en regardant un match, sauf certaines équipes. Et du coup, c'est ça qui est assez agréable. Je veux dire, quand tu vois des fois des matchs de Ligue 1 bien chiants, bien pourris, on te dit, ouais, c'est bien réfléchi tactiquement. En MLS, quelqu'un qui a l'habitude de regarder du foot européen et qui n'a jamais vu de MLS, s'il voit la MLS et qui connaît un peu tactiquement, il se dit c'est n'importe quoi, c'est le Aura football quoi. Mais bon, voilà, c'est le divertissement, il faut regarder ça d'un autre œil. Pour l'instant, on va dire que le côté tactique se développe, c'est beaucoup mieux qu'il y a 10 ans.
mais c'est pas encore, voilà, on n'est pas encore sur des grands standards européens, quoi. Et pour ceux qui suivent pas la MLS en France et même en Europe, c'est quoi les plus grosses différences justement entre les MLS et les autres championnats? Je pense par exemple à la Ligue 1 ou la Première Ligue, et cetera. Moi, je dirais la grande différence, déjà, se fait par la qualité des entraîneurs, je pense. Tu as, au niveau des installations, alors tu as des synthétiques en MLS, mais les terrains de MLS, les stades de MLS, ils ont rien, il n'y a rien de vraiment différent avec l'Europe. Tu vois, je regardais encore l'autre jour Valiénard qui a fait une vidéo sur Arnaud Souquet où il dit il n'y a aucune différence dans la façon de bosser, dans la façon de s'entraîner, dans les installations. Après, je pense que ouais, les vraies différences, c'est sur la qualité des joueurs. En MLS, tu vas avoir le deuxième ou le troisième choix ou des joueurs qui vont être en échec en Europe que la MLS va tenter d'attirer. Je pense que tu as 70% des joueurs qui arrivent d'Europe qui se promènent en MLS, mais sont au-dessus du niveau. Pour te donner un ordre d'idée, je pense qu'aujourd'hui, la MLS, les meilleures équipes, tu en as peut-être une ou deux qui arrivent à jouer en Ligue 1 son maintien, et encore, j'en suis pas sûr. Mais après, sinon, c'est du niveau Ligue 2 nationale, quoi. Tu as quand même remarqué une évolution dans le championnat de MLS ces dernières années? C'est un peu mieux? Alors moi qui suis depuis 2018, ouais, je vois une vraie évolution où tu as quand même un peu plus de coachs, on va dire de nouveaux coachs, plus les vieux de la vieille, tu vois, euh, qui restent avec leurs idées un peu dépassées. Tu as quand même des entraîneurs, tu vois, le coach de Cincinnati, Pat Noonan, qui est un jeune coach qui l'année dernière a fait une saison incroyable avec cette équipe. Tu as Wilfried Nancy qui est à Columbus, le français, qui est français et qui a gagné la MLS Cup l'année dernière. Tu vois, c'est des coachs qui ont des nouvelles idées, qui amènent un vent d'air frais en MLS, donc ça se développe. Mais à l'inverse, tu vas avoir quand même des coachs comme à Kansas City, Peter Vermes, qui est là depuis 50 ans. C'est toujours du vieux football où tu t'ennuies à regarder, quoi. Donc en fait, il y a vraiment un écart même de niveau au sein de la MLS dans ce que demandent les coachs, les qualités de joueurs. C'est assez complexe de juger et de comparer par rapport à l'Europe. L'Europe, en général, c'est des joueurs qui sont confirmés, hein. Tu le vois, de toute façon, tu as beaucoup de gardes. Tu as encore un exemple récemment, Djordje Mihailovic, qui était en MLS, un très bon joueur, qui est parti à l'AZ Alkmaar. Il a été en échec et il est déjà de retour 1 an et demi après. Tu as pas mal de joueurs comme ça de MLS qui vont s'exporter en Europe et puis qui reviennent rapidement parce qu'ils sont en échec. Et comment t'expliques que le championnat est devenu énormément formateur? Avant, on parlait un peu des anciennes stars qui venaient finir leur carrière en MLS. Ouais. Moi, j'ai remarqué un peu d'un point de vue extérieur qu'on remarquait un peu moins cela, et c'était plus des jeunes qui étaient mis en avant, à l'image par exemple des Thiago Almada qui est venu d'Argentine, ou bien par exemple Facundo Torres d'Orlando. Est-ce que tu remarques que maintenant on est plus concentré sur les jeunes, et est-ce que la MLS est vraiment devenue un point de passage pour les jeunes sud-américains ou des Caraïbes? Alors, très, très bonne question. Déjà, tu le vois, la MLS, pour moi, c'est un progrès, a lancé la MLS Next Pro 2 ou 3 ans, ce qui fait que c'est tous les jeunes, en gros, des équipes réserves, ont un championnat à eux, ce qui leur permet de ne pas arriver trop tôt dans le monde senior, où c'est toujours plus compliqué de performer. Ils peuvent quand même y aller de temps en temps. Donc c'est intéressant. Là, tu vois, prochainement, tu as l'Adidas, la génération Adidas, l'Adidas Cup Coupe, là, où je ne sais plus trop, qui réunit un peu toutes les meilleures équipes de jeunes de MLS et d'Europe, là, qui va commencer ce week-end, je crois, ou la semaine prochaine. Et en général, tu vois, les jeunes équipes des États-Unis, enfin américaines, elles font vraiment pas tâche face aux équipes européennes, et au contraire, ça bosse très bien, et souvent elles sont bien en avance. Les joueurs sont bien développés physiquement, travaillent très bien techniquement. Il faut savoir qu'en MLS, comme je te le disais tout à l'heure, tu vois rien que les universités, hein, les installations qu'elles ont, c'est mieux que des clubs de Ligue 1 sur des universités. Et en MLS, ils bénéficient d'infrastructures assez incroyables. Donc les gamins sont formés dans des meilleures conditions que tu peux retrouver en France. C'est sûr, alors ils vont avoir du synthétique, ils vont avoir du terrain herbe, mais par contre, ils ont vraiment accentué ça ces dernières années en MLS. Alors, tu as toujours les papis pré-retraités qui vont venir parce que ça met un coup de projecteur,
parce qu'ils ils sont toujours performants. Je veux dire, tu vois Messi, Suarez, Insigne, c'est des joueurs qui en MLS ont tellement d'avance sur le niveau qui se promènent toujours. Mais ouais, c'est une volonté de la MLS vraiment d'avoir appuyé sur le côté formation des jeunes à l'approche de la Coupe du Monde 2026. Et justement, comme tu disais, c'est un passage, c'est pas obligatoire parce que tu as quand même le Brésil qui est en concurrence avec la MLS, mais tu as de plus en plus d'échanges jeunes Brésiliens qui passent en MLS avant d'aller en Europe, ou, ou l'inverse, même si maintenant je trouve que tu l'as quand même plus. La MLS arrive plus à rivaliser avec des clubs brésiliens, mexicains pour recruter les meilleurs talents du continent américain, donc Nord-Amérique, Sud-Amérique, alors que tu n'avais pas ça il y a quelques temps. Et il faut noter que la MLS arrive à faire ça avec des masses salariales encadrées et des limites de transfert. Hein. La MLS a surtout compris une chose, c'est que je pense qu'ils ont compris que bien formé, tu pouvais vendre et gagner de l'argent. Et il y a une chose aussi particulière dans ce championnat, c'est qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente, c'est une ligue fermée. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce système-là? Et une question dans l'autre, est-ce que tu penses que le fait justement qu'il n'y ait pas de descente, ça enlève un petit peu, on va dire, l'enjeu de la course au maintien, comme on peut le voir chez nous? Alors ça va avec le fait que le championnat est, comme je te disais tout à l'heure, un peu plus riche en buts, plus divertissant, plus ouvert, parce que tu n'as pas cette pression en fait de la descente comme tu vas avoir dans les championnats européens ou dans la majorité des championnats où si tu es un peu mal au bout de 10 journées, tu te dis bon, peut-être un peu plus fermer la boutique et travailler défensivement. C'est aussi ça qui fait que la volonté des directions, c'est de recruter des joueurs offensifs. Moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça te permet justement d'avoir un championnat un petit peu plus fou, de moins mettre de pression sur les entraîneurs et les équipes qui peuvent mieux travailler, je trouve. Tu peux plus t'inscrire sur la durée, sur un projet. Quand tu es en Ligue 1 et que tu sais que tu vas avoir une saison compliquée où tu vas jouer le maintien, tu mets un petit peu moins de choses en place, je pense, que dans le côté travail, offensif, développement du jeu, et tu te dis plus, bon, déjà bien défendre, éviter d'encaisser des buts, et voilà, donc c'est sûr que pour moi c'est un plus, et ça, tu as le système de play-off qui est vraiment sympa, divertissant, où là tu as des matchs totalement fous, moi c'est ce qui fait le charme de la MLS. Hein. Et tu penses qu'avec l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami, ça a vraiment changé quelque chose pour le championnat? Ça va lui permettre d'encore plus se développer? Ouais, j'avais regardé, je me souviens le jour où Messi a signé, je sais plus, je m'amusais à regarder le nombre de followers sur le compte de la MLS. Ça avait explosé, mais en 1 heure et demie, c'était assez dingue. Tout a explosé hein, avec Messi, les ventes de billets. Tu vois, tu as des stades, par exemple, je crois que c'est Chicago-Charlotte. Ils n'ouvrent pas tous leurs stades sur tous les matchs parce que tu sais, c'est des stades des fois de 80 000 places en MLS. Des fois, tu ne vas pas le remplir. Hein. Et par contre, quand c'est l'Inter Miami ou l'Inter Messi, comme tu veux l'appeler, là, ils ouvrent tout le stade, ils savent qu'ils vont vendre tout et ils pètent les prix et ça part en quelques temps. Quoi. Donc, c'est un plus, il apporte la lumière. Je veux dire, là, tu vois, en ce moment, ça parle même de refaire la MSN avec Neymar à Miami. Ils ont encore une place de DP. Franchement, tu t'imagines si demain, tu as Messi, Neymar et Suarez comme à l'ancienne au Barça, tu attires tous les fans de ces trois-là, les fans du Barça. Ça amène de l'intérêt automatiquement. Et Messi, rien que par ses bandes de maillot, enfin, au début, c'était même très mal vu parce que tu avais des matchs où je me souviens, tu avais par exemple on va dire un Miami contre Orlando, plus le derby, tu avais les supporters d'Orlando qui étaient capables d'arriver avec le maillot d'Orlando, floquer Messi dans le dos. Enfin, on a vu des photos comme ça et ça a fait quelques polémiques dans les tribunes où justement la MLS a pris un petit coup culture de footix. Mais ouais, Messi, ça a été assez dingue. Et automatiquement, là, tu le vois qu'il ne joue pas en ce moment. Donc, ça veut dire que les gens, certains ont payé des places hors de prix pour voir Messi et il ne vient pas. Et je te jure, tu regardes sur les réseaux sociaux, ça gueule un petit peu. Quoi. Les gens se disent, attends, j'ai payé ma place x10 du prix habituel et puis il n'est pas là. Quoi.
À l'image de la tournée qu'il y avait eu en Asie, là, où je sais plus quand, où Ouais. ça a râlé, ils ont porté plainte contre l'Inter Miami, parce que Messi était blessé. Mais tu vois, cette tournée, Miami l'a payé aujourd'hui parce que ils ont eu un nombre de blessés assez dingue. Alors, ils ont rempli les caisses, hein. Je crois ils ont joué une période, je crois, ils ont joué 10 matchs en l'espace de même pas 3 semaines, je crois. Et là, tu vois, ils se retrouvent avec des joueurs qu'on les croisés, des joueurs qui sont blessés 3 4 mois. Enfin, encore ce matin, là, tu as un gamin qu'ils ont recruté, Redondo, blessé 6 8 semaines, je crois. Enfin, ils le payent, hein, mais bon, ils ont rempli les caisses, hein. C'est un peu, tu sais, comme tu avais les tournées à une époque du Real Madrid. Ouais. Beckham n'est pas le président délégué, on va dire, de Miami pour rien. Il sait que lui, à son époque Real, c'était la star. Il faisait vendre des maillots quand il allait à l'étranger en Asie. Bah, ils ont fait la même chose. Et tu penses que cette équipe de l'Inter Miami, elle est, au vu de son effectif par rapport aux autres équipes qui ont MLS, elle est favorite, et même seule favorite pour le titre cette année? Alors, l'année dernière, ils ont gagné la Leagues Cup, tu sais, qui regroupe les clubs mexicains et Oui. américains. Ouais. Le temps d'une compète, ils l'ont gagné. Bon, le championnat, c'était un peu tard parce qu'ils étaient derniers quand Messi est arrivé. Donc, le temps que ça se mette en place, ça a été compliqué. Ils seront dans le coup, quoi qu'il arrive, en MLS cette saison. Maintenant, tu vois, ils sont pas à l'abri de déconvenus, hein. La semaine dernière, ils ont pris 4-0 contre New York. Bon, on va te dire, il n'y avait pas Messi. Mais à un moment, Messi, il ne défend pas, quoi. Alors, Ouais. pour leur excuse, ils avaient au moins 8-10 absents avec les sélections nationales. Mais oui, c'est une équipe qui sera, quoi qu'il arrive, dans le coup cette année pour la phase régulière et pour les playoffs. Ce serait logique, vu les joueurs qu'ils ont. Et si tu devais te mouiller un peu là pour cette saison, tu mettrais qui toi en favori, peut-être à l'Est et à l'Ouest et pour gagner le titre? Alors, à l'Est, pour moi, la conférence est très relevée par rapport à l'Ouest. L'Est, comme Miami, Cincinnati, Columbus, Atlanta. T'en ressortir une parmi elles, je dirais que Columbus, c'est quand même très très solide avec ce que fait Wilfried Nancy. Donc le back-to-back, pourquoi pas. Et puis après, à l'ouest, tu vas avoir les deux clubs de Los Angeles. Seattle qui n'a pas encore lancé sa saison. Mais pour moi, tu as moins de densité de niveau, tu as plus d'écart de niveau à l'ouest. À l'est, par contre, tu as vraiment des équipes, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde est vraiment fort. C'est particulier parce qu'en NBA, je pense ton contrôle Manu, mais l'Ouest est beaucoup plus relevé que l'Est et là, c'est bizarre qu'en football, ce soit l'inverse. Oui, je sais pas, mais la conférence Est, le niveau global, je sais pas comment il est, mais c'est vrai qu'en NBA, c'est la conférence Ouest, tu as au moins, allez, tu as 5 équipes qui peuvent jouer le titre. Là, à l'Est, on a peut-être une, voire deux en NBA. Et on peut peut-être parler maintenant de cette sélection américaine. Comme tu l'as dit, la coupe du monde, approche de plus en plus. On les a Ouais. vus être, performants, enfin pas être, on va dire ridicules plutôt à la dernière coupe du monde dans le groupe notamment des Pays-Bas. On a une belle génération qui arrive. Tu penses que d'ici cette coupe du monde 2026, ils peuvent viser quoi? 2026, ça veut dire qu'il va rester 1 an et demi, enfin 2 ans, on va dire. Je pense qu'ils peuvent sortir des poules. Si je sais plus avec qui ils sont, avec l'Angleterre, c'est ça? Ouais, Ça a pas été annoncé là pour ouais, la c'est la prochaine coupe du suivante. monde. Je crois que c'était la précédente. En plus, c'est les poules de Non, 3. C'est les poules de 3 ouais, avec, ouais. Alors, poule de 3, ça veut dire 2 qualifiés. Ouais, non, mais je pense qu'ils sortiront des poules. Après, ils vont avoir des joueurs qui vont arriver un peu plus à maturité. C'est quand même une équipe qui est très jeune. Je pense qu'ils arriveront à maturité à cette Coupe du Monde et que c'est leur objectif, de toute façon. Ils ont quand même des grands talents, enfin des grands talents. Ils ont quand même des joueurs comme Pulisic, Gio Reyna qui est un peu plus en échec en Europe, mais je pense qu'ils vont avoir une belle ossature. Tu vois, des joueurs comme McKennie, euh, comme ça, qui tiennent la route. Ils seront au rendez-vous, quoi qu'il arrive, ils seront prêts. Moi, je pense qu'ils seront prêts et qu'ils passeront au moins les poules. Après, bah, tout dépend le tableau que tu vas avoir. C'est vrai que là, c'est compliqué de donner un ordre d'idée. Après, là, tu vois, ils viennent de remporter encore la National League CONCACAF. Euh, ça commence à être une habitude et ils ont pris le dessus sur le Mexique qui avait vraiment un peu, où c'était un peu plus serré. Là, je pense que ouais, les États-Unis, niveau international, ont pour moi dépassé le Mexique, quoi. Et si tu devais nous donner, quelques jeunes à suivre cette saison en MLS ou bien des jeunes américains en Europe, tu nous conseillerais qui? Bah, je dirais, moi, il y en a un qui me marque depuis un an
par tout ce qu'il fait. C'est le jeune Aidan Morris. C'est une machine à laver au milieu, c'est assez impressionnant. C'est un joueur qui, je crois, s'est fait déjà les croisés. Hein. Donc, ça veut dire que là, il a 22 ans, il a déjà fait un croisé. Et ce qu'il fait, c'est assez dingue. Il a été champion l'année dernière avec Columbus de MLS Cup. Tu vas avoir des jeunes comme Jesus Ferreira. Alors, mais lui, j'attends un petit peu confirmation. Il a un peu flop, on va dire, à la dernière Coupe du Monde. Il y avait pas mal de rumeurs de départ et je pense que ça a calmé pas mal de clubs européens. Après, tu vas avoir des joueurs qui sont dans le championnat comme Ricky Puig, Thiago Almada, que beaucoup connaissent et qui risque de vite arriver en Europe cet été. Après, tu as des très jeunes, pas trop connus encore, comme Diego Luna, John Tolkien. Non, tu as vraiment un beau réservoir. Hein, là, je parle un peu des joueurs les plus connus. Même là, tu vois, sur le début de saison à New England, tu as Bajra Katelic, excuse-moi, dur à prononcer. Mais voilà, c'est la force de la MLS. Mais est-ce que c'est vraiment étonnant qu'ils sortent beaucoup de jeunes vu la population qu'ils ont, quoi? Et donc, ouais, pour reparler un peu de ton compte Twitter, donc on peut suivre la MLS à travers tes différents tweets chaque week-end, c'est ça? Toute la semaine, j'essaye. En fait, je me suis fait une petite liste au fur et à mesure du temps sur tous les suiveurs de chaque club, les suiveurs de MLS. Donc, j'ai des tweets un peu plus ciblés pour les personnes qui jouent à Sorare, tu sais, sur les absences des joueurs, Oui. les disponibilités, un peu plus grand public, on va dire, sur des infos MLS, des infos transferts, les infos sur les règles de jeu qui peuvent évoluer. Enfin, tu vois, il y a pas mal de contenu. J'essaye de présenter un peu la MLS sous d'autres formes et de changer les mentalités. C'est vrai que c'est pas évident quand tu vois le moindre tweet où ça parle de MLS. Tu peux regarder en dessous. C'est quel championnat de merde, le championnat éclaté, c'est de la CFA2. Enfin, c'est là où tu vois que la MLS a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être reconnue. Et ce sera très compliqué avec l'Europe d'être reconnu puisque tu as le décalage horaire. Donc pour regarder la MLS, il faut être réveillé la nuit. Et pour regarder du foot, il faut vraiment aimer ça. Ça, il y a juste le samedi soir, on a quelques matchs sur nos créneaux horaires, à 19h et 21h. En fait, ils ont repris la programmation d'il y a 2-3 ans. Parce que c'est Apple qui a racheté, qui a lancé le MLS Season Pass, qui a eu l'appel d'offres pour 10 ans. Et leur problème, en fait, c'est que l'année dernière, ils avaient lancé tous les matchs en même temps. C'est-à-dire que tu avais 1h30, 2h30 du matin, et tous les matchs étaient en même temps. Donc, pas évident pour suivre. Je pense qu'ils ont écouté pas mal de retours où les gens leur disaient mais comment vous voulez qu'on suive la MLS et qu'on s'y intéresse si vous avez tous les matchs en même temps? Ok, très bien. Merci Emilien pour ces précisions et d'avoir pris le temps de nous expliquer. Parce que c'est vrai qu'en France, peut-être à part Lionel Messi, personne ne connaît la MLS. Donc c'est bien d'en avoir parlé aussi, sans parler forcément de Lionel Messi. Merci Antoine de nous avoir accompagnés. C'est toujours un plaisir que tu sois avec nous. Merci à vous deux. Merci à vous d'avoir mis la MLS en lumière et d'avoir pensé à moi. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce deuxième épisode d'Autour du ballon. Prochain épisode, je ne sais pas quand il sortira, mais très bientôt. Je pense qu'on reviendra en Europe pour revenir sur une nation qui participera à l'Euro de cet été. Merci encore, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était On Parle Sport. Salut.